Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube avec en spécial guest mon chéri qui a aussi terminé un Ironman cette année, l'Ironman de Nice. Normalement quand je sortirai cette vidéo, je pense que je vous aurais déjà fait un petit récap depuis tout ce qui s'est passé en juin, depuis le Alpsman. Si on reprend ici, c'est tout simplement parce qu'on disait qu'on allait un peu aborder justement les différences entre un Ironman labellisé et un Ironman, donc un triathlon XXL non labellisé, donc pas Ironman. Voilà, on parle de label. Donc c'est un format plutôt podcast, mais je me suis dit que ça allait être super de faire aussi un format vidéo et on va essayer justement pour la nouvelle saison de notre podcast, pour le meilleur et pour la transpi, d'avoir aussi une version YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner puisque cet été on va relancer un peu le podcast avec une version estivale et des épisodes que durant l'été. On va essayer de voir comment on fonctionne, mais on s'est dit que justement l'été c'était plutôt cool puisque beaucoup de podcasts s'arrêtaient, prenaient des vacances. Nous on va peut-être faire un peu l'inverse. Voilà, pour vos sorties running de l'été parce qu'on ne s'arrête pas forcément de faire du sport l'été. Laissez un petit like. Abonnez-vous et écoutez, c'est parti. On est content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle saison 2. Pour le meilleur et pour la transpi. Ça fait bizarre de se retrouver, de reprendre le micro parce qu'on vous a totalement abandonné depuis, on peut le dire, quasiment 2 ans. 2 ans, non. Pas 2 ans. Bon, on avait repris un peu par intermittence. Non, faut reconnaître. C'était remotivé. On a enregistré quelques épisodes, mais effectivement on vous a un peu lâché. Et là cette fois on est déter, on revient pour l'été. On ne fait pas de promesses, c'est pas vrai Mathieu, ne fais pas de promesses. J'ai rien promis. On a plein de petits épisodes en stock et c'est vrai que vous avez été adorables à chaque fois de juste d'essayer de nous motiver à reprendre. On va faire ce qu'on peut et on espère que cette saison vous plaira. Et le programme, vous verrez, on va retourner sur nos petits épisodes débats et conseils en espérant que ça vous plaise, que ça soit un peu différent du paysage podcast qu'on peut avoir actuellement en vous partageant entre copains, entre coachs, entre personnes avec de l'expérience, ce qu'on aime partager à chaque fois autour du sport. Le thème aujourd'hui est un peu en lien avec le début de notre saison spéciale triathlon. Mathieu et moi avons fait des triathlons XXL, donc on va vous rappeler un peu les formats avant de se lancer. Alors tout d'abord un triathlon M, donc olympique, c'est donc celui que vous allez pouvoir voir au JO de Paris. 1 juillet, début août, ouais. Féminine et masculine, et il y a aussi les relais. Allez les bleus. Et vous pouvez aller les voir, c'est gratuit en plus. Donc format olympique, c'est 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km à pied. Format L. L ou Alf, on va dire. Voilà, donc ça varie un peu pour la Fédération française de triathlon, mais globalement le format L, c'est 1,9 km de natation, 80 km de vélo, 90 km. En fait c'est relou, c'est... Bon, le format Alf sur les Ironman, on va dire le plus courant, c'est 1,9 de natation, 90 de vélo et un semi-marathon, donc 21,1 km. Après, effectivement, suivant les triathlons, donc en général non labellisés, ça peut varier. Il peut y avoir 2 km de natation, il peut y avoir un peu plus, il peut y avoir 80 à vélo, il peut y avoir 100. Et après, souvent, il peut y avoir 18, 20, peut-être 25 bornes max à pied. D'ailleurs, pour ça qu'on parle de labellisé, Ironman, pas Ironman, vous verrez pourquoi. Ensuite, il y a le triathlon XL, donc ça c'est un format qu'on voit pas trop au final parce qu'on passe direct au XXL. C'est donc 4 km de natation, 120 km de vélo et 30 km à pied. Et ensuite le format XXL, dont on parle quasiment tout le temps quand on parle de Ironman ou de Alpsman, de Amberman, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon. Voilà pour vous rappeler. Et donc nous on va vraiment se focaliser aujourd'hui sur ce format-là. Le format roi. Non. Si, alors pourquoi le format roi? Je crois qu'on vous l'avait déjà présenté un petit peu sur l'historique d'Ironman, mais c'est quand même Ironman qui a inventé le sport via ce format. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une sorte d'attachement à Ironman attaché à triathlon XXL. Ils n'ont pas inventé le sport. Si.
Ah si, si. Ah ouais, ils l'ont inventé. Donc, sur ce format Ironman, le format roi ou reine, hein, pourquoi ça sera Roi ou reine. Voilà, hein. Triathlon c'est une discipline, l'arène, voilà, on va pas commencer s'il te plaît. Tout ça pour vous dire en fait que Ironman c'est une marque, ce n'est pas que un sport, ce n'est pas que un format, c'est une marque. À vrai dire, c'est vrai que maintenant quand tu parles de triathlon XXL, tu parles d'Ironman. On dit Ironman. Tu dis un Ironman, c'est un Ironman, je prépare un Ironman, même si on s'inscrit pas forcément à un format Ironman. Exactement. Et d'ailleurs, les courses qui ne sont pas labellisées, qui ne sont pas de la marque Ironman, étant donné que c'est une marque, ils ne peuvent pas appeler leur course Ironman. Souvent, il y a écrit Iron-distance ou alors effectivement format XXL. Tout simplement parce que Ironman, au-delà d'être une marque, c'est aussi tout un univers avec ses couleurs rouges et noires, les sacs de transition, les médailles, l'ambiance assez particulière sur la ligne d'arrivée, le speaker. Ça, c'est quand même un attachement qui, quand tu passes la ligne d'arrivée, quel que soit l'horaire à laquelle tu passes la ligne d'arrivée, va te dire You are an Ironman. Je le fais bien. Ça fait partie, voilà, et ça fait partie du mythe, de la hype autour d'Ironman. Et il y a aussi le fait que c'est quand même l'organisation la plus importante en termes de courses à travers le monde. On n'a pas fait le tour, mais il y a plusieurs dizaines d'Ironman à travers le monde. Ironman a aussi lancé le format Half Ironman, donc en fait c'est comme si vous faites marathon, et ben vous divisez par deux, vous faites un semi-marathon, et ben là vous faites un Half Ironman, donc un demi-Ironman. Je crois que les Québécois c'est ce qu'ils disent. Oui. Ils disent un demi-Ironman. Et au final, c'est vrai. Donc c'est 1,9 km de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon. Et c'est souvent par là, par cette porte, que beaucoup se lancent sur triathlon maintenant. Peu de personnes finalement font des triathlons olympiques pour débuter. Souvent ils accèdent directement à ce format-là. Si les personnes qui se sont inscrites sur un Alpha Ironman font un triathlon olympique, donc le format encore en dessous, c'est plutôt pour se préparer. Donc c'est souvent dans le cadre de la préparation. Mais c'est pas je commence le triathlon, je fais un format S, un format olympique, puis je fais un Alpha Ironman. Maintenant la plupart des personnes en fait débutent le triathlon Alpha Ironman parce que justement, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui, c'est ce format organisation, prise en charge des personnes qui se lancent sur triathlon, qui est un peu particulier à l'organisation Ironman et qui fait que vous allez faire des choix forcément, que vous allez prendre votre dossard, et on va revenir notamment sur les fameux prix des dossards. Oui, commençons par là parce que souvent c'est ce qu'on critique le plus en fait autour d'Ironman, et même nous, les premiers. Au moment de passer à la caisse, ça fait toujours un petit peu mal aux fesses. Voilà, on parle souvent de, pour un Ironman, quand même souvent autour de 600 € minimum. Ça peut monter en fonction du moment où on s'inscrit. Plus on se rapproche de la course, plus ça monte. Il y a des courses en Europe et surtout même aux États-Unis où on est plutôt autour des 800 $. On se parle vraiment uniquement du prix du dossard. Il n'y a rien d'autre à côté. Alors, par contre, ce dont on se souvient en général souvent au moment de payer, c'est ok, pourquoi est-ce que je vais mettre 100, 150 €, ou voire même peut-être 200 € de plus pour un Ironman versus une course qui n'est pas label Ironman. C'est en fait toutes ces choses-là, tous les services, tout le côté orga mis en place, mis en place, parce qu'en fait c'est une grosse orga. Il y a les parcs à vélo à surveiller, il y a toute la partie ravito. Au moment de payer, en général, on se dit ok, je me rappelle pourquoi je paye. En fait non, c'est pas au moment de payer, c'est le jour J. Tu dis, oui. Ah oui, ok, d'accord, ok. Ou des fois quand tu fais justement un triathlon qui est pas labellisé, tu dis ok, je comprends pourquoi c'est si cher chez Ironman versus des organisations qui ne sont pas Ironman, mais on y reviendra après. Sur le Half Ironman, puisque je pense que c'est des distances plus vous parlez en termes de prix, on est souvent 100, 150, 200 € plus cher que des organisations pas Ironman, je sais pas, donc non labellisées, on peut dire ça, label, je sais pas, un peu comme UTMB, labellisé, pas labellisé. À vrai dire, c'est beaucoup moins cher d'aller sur un triathlon qui vous propose donc cette distance Half Ironman. Si on faisait les totaux par exemple, on parle d'Alpha Ironman, pour un même budget donné, admettons que vous avez, vous avez 1000 € à allouer à vos dossards dans l'année, avec 1000 €, ce qui est énorme, mais admettons, avec 1000 €, vous pouvez faire 3 courses non labellisées distance Alpha Ironman versus à peu près 2 courses qui sont Ironman. Après, tu vois, c'est intéressant et je pense que ce débat, on peut aussi l'avoir sur toutes les courses actuelles qui sont maintenant sur le trail, si vous êtes aussi dans l'univers du trail, avec les courses labellisées UTMB versus les courses qui sont pas UTMB, où vraiment c'est pareil, le prix est beaucoup plus important. Ou les marathons major, les non-major. Et ouais, exactement. Et ça, je pense que le débat de savoir si on fait une course, c'est même pas populaire, parce qu'il y a des courses qui sont pas genre, c'est pas Paris, c'est pas New York, c'est pas l'Ironman de Nice, qui sont donc pas dans ces labels, qui sont pas UTMB, qui sont pas Ironman,
où on vous parle pas de popularité parce que vous aurez du public, vous aurez des participants hein, jusqu'à 5-6 000, mais en fait c'est plus vraiment l'encadrement plus que la popularité. On ne parle pas vraiment de place ou d'accès quoi. Il y a toujours des courses qui sont sold out. Quoi qu'il arrive, en fait, c'est juste pour vous expliquer que le label, c'est pas tant la popularité, c'est vraiment plus sur un côté organisation. Et on va pas dire qualité de l'organisation. Je pense que c'est juste quand vous allez à l'hôtel, si vous allez dans un hôtel de chaîne, par exemple, je sais pas, hôtel Ibis, les chambres elles vont être comme ci, comme ça, machin. Et ben là, si vous allez sur une course UTMB, labellisée UTMB, vous savez qu'en fait ça sera comme ci, comme ça, vous aurez exactement les ravitaux comme ci, comme ça. Alors que si vous allez sur notre course, ben voilà, c'est particulier, il y a ça une personnalité, c'est local, voilà. Il y a un côté rassurant d'avoir un label où, si on fait le comparatif avec les chaînes d'hôtels, c'est qu'on retrouve à peu près tout le temps la même prestation et le même niveau de service suivant les courses, même s'il y a des particularités bien évidemment. Même si je sais que ça peut peut-être choquer de parler de prestations quand on parle de course, tu vois, parce que c'est vrai que pour beaucoup de passionnés sur une course, c'est des bénévoles, c'est une personnalité, c'est un engagement local et associatif, sauf qu'on va pas se le cacher, c'est devenu un business les courses. En fait, il y a des gens, des organisations, ASO, clairement, c'est un business à part entière, hein, marathon. Mais il y a la prestation par exemple de rouler en route ouverte ou fermée, tu vois, pour moi ça fait énormément quand même sur la façon dont tu vis ta course. Même les prestations, ne serait-ce que ravito, le parc à vélo. Comment c'est fichu. Oui, mais tu vois, si je dis ça, c'est parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui vont dire non, mais attends, moi je fais pas une course pour le côté commercial, je viens pour une course pour le côté humain, tu vois. Vibrer. Moi aussi, mais ça veut pas dire que tu vibres pas sur des courses qui sont labellisées Ironman ou UTMB. Tu retrouves la personnalité des bénévoles, mais c'est sûr que c'est une plus grosse machine, mais ça n'empêche pas de vivre ce côté humain, tu vois. L'année dernière, j'ai participé au trail Verbier, qui est maintenant labellisé UTMB. Moi j'ai vu les gens, ils étaient pareils, tu vois, ils étaient passionnés, les ravitaux ils étaient locaux. D'ailleurs j'ai adoré le ravito à la fin où on a eu un petit doggy bag, un petit goodie bag avec que des produits locaux, tu te souviens? Et c'était UTMB, donc ça veut pas forcément dire qu'un label va retirer la personnalité d'une course et va enlever le côté humain. C'est juste, je pense que ça va uniformiser, on va dire, une qualité de service pour les personnes qui viennent. Donc c'est-à-dire, je sais pas, la possibilité d'avoir des douches, des toilettes, l'engagement sur les toilettes, tu vois, ça c'est important et c'est quelque chose que si tu te dis, bah si je vais sur cette course, elle est labellisée UTMB, bah je sais que comme sur toutes les courses, il y aura tant de toilettes à chaque ravito. Et ça peut, quand tu participes, quand tu es en train de faire ta course, ça peut aussi permettre de t'enlever aussi une charge mentale que t'as pas envie de vivre pendant ta course parce que t'as juste envie d'être focus sur ta performance, tes ravitaux et pouvoir aller aux toilettes quand tu veux, quoi. Ouais, et ça c'est clairement une chose que tu traînes un peu sur certaines courses où tu te dis ok bon, et en fait c'est là où tu participes, quand tu participes à une course qui est pas labellisée, donc qu'on parle de trail ou de triathlon, c'est là où tu vois en fait la différence. Et c'est pas une différence négative, c'est juste que tu te dis j'ai le prix pour lequel j'ai payé et c'est juste en fait une problématique de moyens, parce que forcément quand tu vas sur des organisations où il y a moins de participants, où le prix des dossards était moins important, bah forcément t'as pas les mêmes moyens. Je veux dire, il y a une différence entre aller, je sais pas, au festival de Nîmes et aller à l'Arena voir Taylor Swift. Tu vois, il y a pas la même chose, mais tu payes pas le même prix en fait. Les orgas, elles ont aussi très probablement moins de poids, échelle, communauté, locale. T'as moins de poids pour faire des demandes de bloquer des routes si ton événement il ramène que 500 participants. Ouais, tout à fait, parce qu'il faut aussi se dire que quoi qu'il arrive, quand une course a lieu, quelle que soit la communauté de communes, les villes, il y a quand même un impact sur le tourisme. C'est vrai, ça ramène beaucoup de personnes qui vont consommer sur place, consommer à l'hôtel, et ces événements-là font vivre des petites villes qui accueillent ces moments-là. Il y a d'autres villes où ce n'est pas la priorité. Par exemple, excuse-moi, à Annecy ou à Saint-Jean-Riau, je pense que eux, qu'ils aient ou pas le Alpsman, ils s'en fichent un peu parce que ils ont plein d'autres accueils touristiques, et je pense que ça a forcément un impact
impact sur l'influence pour ouvrir, fermer des routes, avoir des toilettes ou pas des toilettes. Et ça versus, c'est pas la même chose qu'une grosse machine comme UTMB ou Ironman où c'est littéralement des professionnels qui négocient avec les municipalités depuis des années. Et ça, forcément, ça a ensuite un impact sur les participants et sur, on va pas dire le confort de la participation, mais forcément comment la course va se dérouler et sur les possibilités en fait de bien vivre ou pas sa course. Et justement, on va en venir avec cette comparaison. On va rentrer dans le détail avec deux exemples qu'on vient de vivre. Anne a fait l'Alpsman, donc à Saint-Joriot, à côté d'Annecy, et j'ai fait l'Ironman de Nice, et on va décortiquer un peu point par point les différences entre ces deux triathlons, donc un non labellisé versus un labellisé. Voilà, sachant que quoi qu'il arrive, ça ne change pas l'expérience magnifique que moi j'ai vécue, comme toi tu as vécu, mais ça nous permet juste peut-être de vous donner des informations quand vous allez prendre un dossard pour faire justement un Ironman. Parce que pour le coup, contrairement à un half Ironman, un Ironman c'est un investissement alors financier sur le dossard, mais aussi de votre temps sur plusieurs mois. Et des fois, si on fait son premier Ironman, on a peut-être envie de vivre quelque chose ou justement de pas vivre certaines choses. C'est pour ça je pense que c'est bien d'avoir les cartes en main pour se dire qu'est-ce que je veux vivre le jour J de mon premier Ironman ou de mon Ironman suivant. Peut-être commencer par l'organisation générale autour de la course, donc toute la partie avant-course, notamment la gestion de tout ce qui est sac ou caisse ou autre système pour les transitions. Oui, forcément sur un Ironman vous avez tous ces fameux sacs avec ces racks à sacs mais qui existent de plus en plus dans les autres organisations puisque on a essayé de comparer un peu et de pas que se focaliser sur le Halfman et on voit ça a aussi lieu sur le Frenchman. Alors je fais une petite parenthèse mais je n'en peux plus, je suis désolée mais en fait à chaque fois que tu regardes les triathlons c'est que ça finit que en man. Je n'en peux plus là. Frenchman, Halfman, Ironman, t'as l'impression que t'es obligé d'avoir des coucougnettes en fait pour payer pour avoir un dossard. Et je crois que le Frenchman, on a regardé l'Instagram, c'est même un gladiateur qui incarne, enfin un gladiateur avec un béret. On va pas un peu le clash, on ne juge pas. On va dire que la com est quand même très masculine. J'en peux plus, sérieux. J'en peux plus. C'est sûr que c'est pas forcément ce qui peut encourager les femmes qui sont encore trop peu nombreuses, surtout sur les formats XXL. On a regardé, il y a eu 32 finisheuses. 35 femmes finishers. Sur le Frenchman, il y en a eu une trentaine sur l'Alpsman, c'est ça? Mais à chaque fois avec le même nombre de participants, donc 500 à peu près. Donc le ratio est quand même très très faible. Et, sachant que sur le Frenchman, il n'y a vraiment pas de difficulté en termes de parcours vélo ou de parcours course à pied. Donc il est vraiment plus accessible quel que soit le niveau des participants. Je pense que c'est un autre débat sur le questionnement de la communication de ces courses. Mais sur Ironman, ça c'est beaucoup moins vrai. Le pourcentage des femmes augmente vraiment. Et on est à 9, 10, 15% de plus en plus de femmes. Et c'est pas quelque chose qu'on peut se vanter sur des organisations plus petites. Et je pense que Ironman rassure vraiment, en fait, je pense pour des femmes, parce qu'elles se sentent peut-être, je sais pas, mais moi personnellement... moins invisibles en tout cas. Je pense que Ironman fait un énorme effort pour rassurer les femmes sur l'organisation et sur l'accueil qu'elles ont et qu'elles peuvent vraiment poser le cerveau. Et ils n'ont pas du tout ce côté... gladiateur, on est des gros bolosses, tu vois. Et puis même en termes de com, ça se voit quand même plus. Même si en nombre de participantes, ça reste, c'est en croissance, c'est en augmentation, ça reste assez faible encore malheureusement. Et en termes de communication, on voit quand même, il y a une grosse évolution par rapport à nous quand on a commencé en 2016. On voit quand même beaucoup plus les athlètes pro-femmes, on les voit autant que les hommes. Et les athlètes amatrices, on les voit aussi beaucoup plus... par exemple sur Instagram. Oui. La représentation en fait est super importante et je pense que les organisations qui sont pas justement labellisées ont encore du mal en fait à le comprendre, tu vois. Au-delà du fait, même si les récompenses sont les mêmes pour les podiums, la représentation est compliquée et ça s'explique parce que souvent dans ces organisations c'est des hommes. C'est des hommes qui ont créé la course, c'est des hommes qui managent ces courses. Entre couilles, on fait de la com de couilles. revenons à nos sacs de transition. Nos petits parce sacs. qu'on est en train de dévier. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté quand même rassurant chez Ironman d'avoir retrouvé toujours ce même système de sacs de transition. Le sac bleu, le sac rouge, donc le sac rouge vélo, le sac bleu run, c'est toujours pareil. On le pose quasiment quelles que soient les courses dans le monde, c'est toujours un petit rack, genre un porte-manteau
on le pose à cet endroit-là. C'est toujours pareil, et ça en ne varie fait. pas. Et c'est Voilà. uniformisé, Et donc ça veut tu dire... le fais une fois, 2 fois, et puis après tu sais comment ça marche, quoi. Ouais, et surtout, donc t'as aucune inquiétude à avoir en disant oh là là, c'est un nouveau truc, comment ça va se passer? Alors qu'en fait, dès que tu changes, dès que tu vas sur des organisations locales, et ben chaque organisation a littéralement son organisation. Donc sur le Halfman, on était sur des caisses avec des sacs déposés. En fait, t'avais les deux. T'avais aussi une caisse qu'il fallait mettre à un endroit par rapport au vestiaire, qu'il fallait que le déposer le matin. En fait... Des fois, c'est juste à côté du vélo. Souvent, les plus petites courses, c'est ça. Oui, parce que les triathlons, à la base, c'est ça. Tu mets ta caisse à côté de ton vélo. On le voit d'ailleurs même sur les courtes distances. Les courtes distances pour les professionnels, c'est ça. Ils ont leur caisse, ils doivent juste tout mettre autour de cette caisse. Et même si vous participez à des triathlons locaux plus petits, du XS, S, ça sera aussi des caisses. Ça, en fait, au moment ce stress, cette organisation, des fois, je peux comprendre que ça peut dissuader parce que... C'était quand même assez compliqué. C'était compliqué, ouais, sur le Halfman. Parce qu'en plus, bon, c'est une épreuve ultra dure, donc à vélo, il y avait énormément de dénivelé, donc tu avais en plus le droit à plusieurs sacs de ravito sur le parcours. Tu avais aussi le ravito potentiellement avant de monter au Semnoz. Oui. Donc il y avait des trucs, franchement, il y avait... Ça demandait beaucoup de réflexion quand même. Oui, et surtout ça demandait du temps pour s'organiser. Ouais. Et ça dépend finalement de chaque course. Et c'est vrai que sur Ironman, tu vois, c'est comme si c'est comme ça. Et d'ailleurs, je pense que de plus en plus d'organisations, on l'a vu sur le Frenchman, c'est des sacs, c'est exactement comme Ironman, parce que ça fonctionne. Enfin, ça veut dire c'est simple, les gens ils ont compris comment ça marche. Après, on peut aussi se demander sur l'impact environnemental, parce que Ironman c'est des sacs plastiques. Effectivement, tu peux les réutiliser un peu en mode sac de linge sale. Au moins, sur les courses qui ne sont pas labellisées, il y a des démarches qui peuvent être différentes et des démarches notamment plus proches de l'environnement. Et c'était le cas pour le Halfman, où par exemple, c'est que des caisses qui sont récupérées à la fin, qu'il faut ramener. Pareil pour les sacs, qui sont en tissu qu'il faut ramener. Et ça, c'est des démarches qui peuvent avoir lieu localement parce que justement, c'est des courses qui n'ont pas cette pression du label, qui n'ont pas cette pression finalement de la licence Ironman qui te dit c'est des sacs avec telle dimension, de cette manière et pas autrement. Et ça, c'est peut-être bien pour les personnes justement qui veulent se dire non mais moi je veux soutenir une organisation qui est attachée à l'environnement et qui a une démarche peut-être plus locale. Ouais. C'est faire des compromis sur d'autres choses et on va justement y venir parce que par exemple, là on vous parle des sacs pour les transitions, mais on peut aussi aborder l'aspect ravitaillement. Par exemple, les ravitaillements sur le Halfman, en fait ça fonctionnait comme un trail, c'est-à-dire vous deviez avoir votre gobelet réutilisable. C'est assez complexe en fait en triathlon. C'est vrai que c'est assez, presque surprenant sur un triathlon. En tout cas, nous on l'avait jamais. Non, on l'avait jamais expérimenté. Au-delà des déchets ou l'absence de poubelle ou l'absence en fait il y avait que des bouteilles où tu devais t'arrêter pour prendre ton ravitaillement à vélo. Ce qui est assez surprenant puisque tu es sur une course, tu es censé être au maximum. C'est comme si on demandait aux gens du Tour de France de s'arrêter, d'aller sur la table, de descendre de vélo, de remplir ses bidons. En fait, c'est toute une organisation auquel tu te dis mais en fait, si je veux absolument performer, il faudra pas que je m'arrête et donc il faudra que je pense ma course différemment. C'est pour ça que tu te retrouvais avec des gens qui avaient 4 bidons sur le vélo ou qui avaient prévu de faire la course avec un nombre certain de bidons. Et c'est vrai que ça, tu ne l'auras pas sur Ironman parce que eux, quoi qu'il arrive, c'est soit ils te donnent des bidons, soit ils te donnent des bouteilles et ils viennent à ta rencontre. Les bénévoles viennent vraiment à ta rencontre. Là, c'est pas pareil, il n'y a pas le même nombre de bénévoles, c'est une table dans un petit coin, un petit parking où tu dois aller à vélo. Et c'est vrai que forcément la démarche en termes de performance tout de suite elle est un peu affectée parce que ça te coupe un peu déjà l'effort. Ça te coupe dans l'effort et surtout tu fais une réflexion différente de mieux gérer tes ravitaillements en disant non j'ai pas envie de m'arrêter là, ça va me couper, il y a une descente derrière, j'ai pas envie d'avoir froid. C'est sûr que il faut gérer la chose quoi. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué. Sur Ironman vous avez des toilettes à chaque ravito, vous avez énormément de ravitaillements, c'est quasiment tous les 20-30 km il y a des ravitaux et assez complet quand même. Et effectivement, sur plusieurs mètres. Effectivement, voilà, c'est en général, c'est au moins sur 50 mètres. Si tu rates la première bouteille ou le premier bidon, t'as une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième chance. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a quand même pas photo. C'est pas en fait un avis négatif sur le Halfman, c'est juste c'est l'organisation qui a ses moyens comme ça et qui a aussi décidé de s'organiser comme ça parce qu'on avait la chance finalement de faire du vélo
dans le massif des Bauges, qui est un parc ou un régional, donc c'est un lieu extrêmement préservé. Et c'est ce qu'on reproche souvent aux courses, c'est les déchets, enfin à vélo. Mais c'est normal. Hein. Mais c'est normal, mais c'est pénalisé. Alors que ce soit Ironman ou pas Ironman, vous êtes pénalisé en triathlon si vous perdez des déchets en dehors des zones où vous pouvez lâcher vos déchets. Mais il y a des zones en fait pour lâcher ces déchets. Là en fait, il n'y avait pas de zone, il n'y avait pas d'endroit où vous pouvez lâcher les déchets. Alors en fait, quand on dit lâcher les déchets, c'est-à-dire vous avez à peu près 100 mètres autour des ravitaux où vous avez des poubelles, mais des grosses poubelles où vous pouvez les lancer et les jeter. Si jamais ça n'atterrit pas dans la poubelle, vous avez toujours des bénévoles qui viennent ramasser et remettre dans la poubelle. Mais je sais que ça peut choquer en disant non mais les bénévoles ils sont pas là pour ramasser les déchets. Mais en fait je rappelle juste qu'on est en compétition, qu'on est à vélo, qu'on est là en fait pour performer, pour faire un chrono. Et on fait le maximum pour jeter les déchets, pour pas qu'ils tombent des poches. Mais en fait des fois ça arrive. Et je pense pas que les déchets qui terminent sur la route en dehors des zones de ravito, c'est des gens qui ont fait exprès, tu vois. Non. Et puis ça peut arriver de manquer une poubelle, hein, clairement. Surtout aux vitesses à laquelle on peut rouler parfois. Et peut-être plus gênant que la gestion des déchets pour toi, c'était peut-être la gestion des toilettes. Ouais, alors. Sur le Iceman. Mais ça, tu vois, sur Ironman, je pense que c'est atroce, mais j'ai pris l'habitude et j'ai l'impression que finalement c'est un luxe, c'est qu'il y avait des toilettes et plusieurs cabines à chaque ravito. Et en fait, là sur le Iceman, il n'y avait pas de toilettes sur les ravitos en dehors d'un ravito où c'était un toilette dans le gymnase en fait derrière le ravito. J'y suis même pas allée en fait. Oui, c'était pas dans le gymnase, c'était derrière, effectivement c'était à 100 mètres, il fallait marcher un peu. Et en fait, je me demande... Pas très pratique. Hein. Non, et en fait je me demande... alors... Déjà, c'est se dire, est-ce que c'est parce que ils y pensent pas du tout, mais en fait, quand t'es une femme, je suis désolée, mais quand tu t'arrêtes pour faire pipi, c'est quand même une petite organisation. Hein. Tu peux pas t'arrêter sur le bas-côté. Surtout avec la trifonction. Surtout avec la trifonction, c'est compliqué, quoi. Il faut trouver un buisson. Et je rappelle qu'on est sur des compétitions avec 90, 95, 99% d'hommes en fonction des organisations. Donc c'est un peu complexe de s'arrêter sur le bas-côté. Est-ce qu'ils se disent justement parce qu'il y a toujours eu très peu de femmes. Mais est-ce que les femmes se posent pas la plaignent, question? Est-ce que les femmes se sont plaintes? Est-ce que c'est sûr, effectivement, si c'est des courses où il y a eu 15-20 femmes partantes à chaque fois et que il n'y a jamais eu le problème qui a été remonté, ils se posent peut-être pas la question, c'est clair. Oui, ou alors s'il y en a qu'une, tu dis ok, il y en a une qui s'est entre guillemets plainte. Qu'il n'y avait pas suffisamment de toilettes. Si chaque année il y en a qu'une personne, voilà, ils se disent bon c'est pas grave. Enfin tu vois, il y a une personne. Ouais, j'ai faim. C'est des merdes. Ouais. Après, tu vois, moi je trouve ça dommage parce que si tu mets pas de toilettes en place, bah forcément les gens ils vont aller dans la nature. Bon, les femmes elles vont faire pipi dans la nature, mais les mecs ils vont faire quoi? Les mecs, c'est sûr, quand ils s'arrêtent pour faire vraiment une vraie pause, c'est pas pour faire pipi, tu vois. Ouais, et donc, ça, pour le coup, c'est une autre pollution auquel on pense pas. Et moi, je préfère ramasser un papier que tomber sur autre chose, tu vois, en tant qu'habitante. Et en fait, la problématique des toilettes, c'est vraiment un truc, je trouve, des courses auxquelles ils pensent pas aux femmes, tu vois. Ils vont mettre des pissotières, 10 pissotières, 2 toilettes, 2 en cabine. Et en fait, les toilettes cabine, c'est quand même femmes. Enfin, femmes, parce que nous, on est obligés. Hein. En fait, la pissotière, ça fonctionne pas. Sauf qu'on va se retrouver à les partager avec les hommes qui font number 2. Et ça, c'est... Voilà. Qui sont beaucoup plus nombreux. Et qui sont donc plus nombreux, d'une part. Et d'autre part, quid de l'expérience si t'as tes règles, en fait. Alors là, c'est... Oui, parce que là, on a parlé du vélo, mais sur la partie course à pied, la course à pied, très très peu. Donc les toilettes, il y avait 3 ravitaux, donc sur 8 km, c'est plutôt bien réparti. Mais effectivement, les toilettes, c'était pareil que dans les zones publiques, il n'y avait pas de cabine... à côté du ravito, il fallait traverser la route ou penser en fait à aller à une toilette plage. En plus, les toilettes publiques comme ça à Annecy, bon, ils sont très bien, ils sont très propres puisque du coup, potentiellement, ton arrêt toilette, il peut prendre 2 minutes, quoi. Non, moi, il a pris 10 minutes sur le premier tour parce que en fait, je suis allée aux toilettes je sais pas si c'était l'église ou la salle des fêtes, et en fait, je pense qu'il y avait un baptême, et t'avais 2 personnes, un couple, en fait, de personnes âgées qui discutaient d'ailleurs, voilà. Et ça a pris un temps de dingue, en fait. Voilà, parce que tu attendais, et ensuite, après, quand tu rentres, c'est à toi d'enlever ta trifonction, ton machin. En fait, c'est des détails qui font que tu sors de ta course, et c'est des détails auxquels tu devrais même pas penser. Tu devrais juste te dire, j'arrive au ravito, il y a un toilette. Et non, en fait, j'arrive au ravito, il me faut une carte pour traverser la route, aller dans une salle des fêtes,
rencontrer Gérard qui est en tenue du dimanche parce qu'il fait un baptême. C'est un peu chelou. Et c'est là en fait où tu te dis bon ok, d'accord, ok, super. Savoir en fait. Quand tu le sais, Après, effectivement, mais t'as une approche presque plus de compétition trail finalement sur cette course oui. à avoir plutôt qu'une orga Ironman à proprement parler. Oui, mais par exemple, tu vois, si on compare avec le triathlon que tu avais fait à la Salvetta. Oui, j'avais fait je crois que c'était en juillet, alors c'était support des championnats de France longue distance. Chaque année, ça change, on va dire. Et donc c'est une orga quand même, enfin, voilà, assez locale, même si c'est un triathlon relativement réputé. Donc c'était un format L. Mais c'est vrai que voilà, j'ai quand même on a vraiment senti la différence par rapport à une organisation type Alpha Ironman, que ce soit au ravito, que ce soit même au niveau même des trucs tout bêtes pour avoir les infos en fait, les infos. Sur les horaires, ouais, les horaires, les briefings, jusqu'à quand tu peux accéder à ton vélo, des choses comme ça. C'est toujours folklorique, et c'est normal. Par exemple, sur cette course-là, il faisait quand même chaud, hein, je crois que c'était un 14 juillet. Voilà, je sais que j'avais fait un premier tour et j'arrive au ravito du premier tour. Bah, ils avaient plus de coca déjà, sachant qu'il y avait en gros c'était coca et de la Salvetta évidemment. Et du coup voilà, quand tu comptes quand même dessus, tu te dis merde, ouais. Ça peut impacter ta course. Oui, mais tu vois, je pense que quand j'avais fait, par exemple, quand on avait fait l'étape du tour, les grosses organisations sont pas non plus irréprochables. Bah, tu vois, et j'avais dit, ouais, que c'était quand même honteux qu'on se retrouve à donner du sirop et pas de coca, sur une organisation telle que celle de ASO, et que ça m'avait vraiment perturbée pour le prix du dossard, tu vois. Mais il y avait des personnes qui avaient commenté en me disant, non, mais en fait, t'as pas à compter sur les ravitaux de l'organisation. Mais moi, je me dis, mais je suis désolée, quand tu payes un prix de dossard, tu dois quand même t'attendre à pouvoir compter sur des ravitaux. Surtout qu'au bout d'un moment, tu peux pas avoir autant d'eau, autant de ravitaux sur toi. T'es obligé d'aller sur l'organisation pour avoir tes ravitaillements. Tu peux pas autant être en autonomie. Et je pense qu'en fait, tu dois... sur ces organisations à taille... en fait, je sais même pas quel terme donner parce que je veux pas être péjoratif, tu vois, parce que les organisations qui sont plus modestes, elles doivent mettre tellement plus de moyens humains par rapport à plus d'efforts. Mais tu vois, et je veux pas être péjoratif, mais en fait, pour les participants, en fait, ils doivent être plus autonomes et moins, en fait, se reposer sur l'organisation que sur Ironman qui va vous prendre en charge vraiment et que vous allez être garanti quoi qu'il arrive. Après, il y a toujours des couacs sur Ironman. Par exemple, à Nice, j'ai entendu dire qu'il n'y avait plus assez de médailles et de goodies à la fin. Aucune organisation n'est irréprochable, mais je pense que tu vois, quand tu vas sur des organisations donc plus modestes, et je pense que c'est le terme, c'est qu'il faut savoir être autonome. Voilà, il faut pas être à 100%, se dire que on va pouvoir se ravitailler à fond à chaque ravito. Et c'est vrai que ça peut être assez frustrant, j'imagine, pour des personnes finalement qui viennent que sur des très grosses organisations, qui ont fait des courses par exemple à Paris où c'est dingue, où t'as vraiment une orgie de nourriture à chaque ravito. Des personnes qui ont fait des courses UTMB, des personnes qui ont fait des courses Ironman et qui tiens ce week-end j'ai envie de tester le triathlon de ma région, et là effectivement tu vois la différence de moyens. Ça ne veut pas dire qu'une course est moins bonne par rapport à Ironman. Moi j'ai vécu une expérience unique sur le Alpsman. Mais c'est juste qu'effectivement, il faut s'attendre à autre chose en fait. Avoir des attentes différentes et peut-être pas justement les mêmes attentes que ce qu'on peut avoir sur un dossard qu'on va payer deux fois le prix en fait. Et je pense que justement, quand on revient sur cette notion de prix, et en fait, on en a pour notre argent. C'est oui, effectivement, t'as payé 600 €, tu vas être dans une course à l'hôtel 5 étoiles. Est-ce que ton séjour sera moins bien quand t'es dans un hôtel 3 étoiles ? Pas forcément, mais tu n'auras pas la même expérience sur un hôtel 3 étoiles, tu vois. Voilà, c'est une bonne analogie. Voilà, on revient à notre analyse des hôtels. Mais tu vois, moi, ça m'a vraiment, ça m'a un peu perturbée, vraiment. Enfin, oui, je pense que ça m'a beaucoup perturbée même, parce que je m'attendais pas en fait à être sur une gestion de course comme si j'étais en trail, tu vois. Et ça a été un peu plus complexe mentalement à gérer parce que, ça fait une tâche en plus. Est-ce que tu y arrives moins ? Non, parce que moi je veux pas dire j'y suis moins bien arrivée, plein de femmes y sont arrivées, plein d'hommes y arrivent, mais c'est vrai que quand t'es habitué, je pense à être, les gens ils peuvent peut-être dire ça, à être chouchouté sur certaines organisations, parce que c'est ça, t'es chouchouté finalement.
A posteriori, moi je me dis, purée, sur Ironman, on est chouchouté, quoi, vraiment. On est vraiment. T'as tes petites toilettes, on t'amène ta petite bouteille d'eau. Tu vois, là, c'est pas la même chose. On n'a pas parlé du ravito, entre guillemets, final aussi. Ouais. Le ravito final qui est quand même un truc. En tout cas, ça fait partie de ce côté Ironman, prestation quali, un peu au-dessus du lot. Que nous on a toujours quand même vécu, je pense, quel que soit l'Ironman ou le Half Ironman. On sait que voilà, à la fin, il va y avoir un choix de ouf pour manger. Souvent, il y a quand même des trucs locaux. Hein. Quand on a fait des courses en Espagne, à Majorque et à Valence, ben voilà, tu sais que tu retrouves souvent une petite paella. En plus, ils font des efforts. Nous, étant végétariens, on a pu toujours trouver des options paella végétarienne, etc. Et ça, c'est vrai que ça nous a toujours... je crois qu'on n'a jamais été déçus, il me semble. Je me rappelle notre première fois quand on est allé à Vichy, pareil. Ah, c'était dingue. C'était incroyable, ils te faisaient des crêpes et tout. Voilà, c'était... Vichy, c'était trop bien. Vraiment, c'était vraiment dingue. Donc l'expérience, voilà, après la course, ouais, voilà, il y a pas photo. Il y a aussi, ils proposent des massages. J'ai pu faire l'expérience, j'avais très très mal aux cuisses et aux mollets juste après Nice. À Vichy, tu t'es fait masser. Oui, à Vichy, je m'étais fait masser aussi. Donc c'est vrai que voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est gratuit. Hein. Souvent c'est les écoles de kiné locales. Podologue. Voilà, et d'ailleurs force à eux et merci à eux parce que ouais, on schlingue bien et ils sont là pendant à Nice ils étaient là jusqu'à minuit. Ils en ont vu des gens puants. Donc voilà, ça fait que effectivement tu te dis à la fin des comptes ouais, j'en ai eu pour mon argent quand même. Après, je sais pas si tu veux revenir là-dessus, mais il y avait un autre point moi que je voulais aborder. Alors c'est pas forcément un point auquel on va penser quand on débute. Surtout sur ces longues distances. Et voilà, quand comme nous, on en a fait quand même quelques-unes. C'est la densité. Ce que tu entends par densité, je pense. La densité sur une course, ça peut être valable chez les pros comme chez les amateurs. C'est en fait le nombre de. Forcément, c'est un peu lié au nombre de participants. Plus il y a de participants, en général, plus il va quand même y avoir de la densité. Et la densité, ça veut dire plus il va y avoir des gens du même niveau que toi. Et potentiellement des gens avec un niveau relativement élevé. Et la densité, ça va se matérialiser. La différence entre un Ironman et un non-Ironman, ça va se matérialiser par le fait que, si je prends mon exemple personnel, moi sur une course en Italie où j'ai fait 9h16, donc qui est quand même un bon chrono sur un parcours très roulant, 9h16, je finis 26e de ma catégorie, donc 30-34. Je crois que je dois même pas être dans le top 100 au général. Alors que ce chrono-là, potentiellement, voilà, cette année sur le Frenchman, qui est quand même un triathlon assez réputé en France, très roulant, un 9h16, tu fais 15e ou 16e au général. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu la différence. Et moi, en tant que... J'ai quand même toujours ce côté un peu compétiteur. Je sais que je préfère aller me frotter à des gars de mon âge qui vont avoir du niveau et je préfère une course comme ça. Qui va te tirer, ouais. Qui va me tirer plutôt vers le haut, quitte à finir 20e, 25e de ma catégorie, plutôt que une course où finalement je vais avoir très peu de monde autour de moi. Qui va me dépasser ou que je vais dépasser et finir entre guillemets plus facilement sur les places de devant. Après, j'ai aussi pas d'expérience réellement sur un format XXL. Ouais, j'ai pas d'expérience sur un format XXL non labellisé. Faire le Frenchman avec l'Obera. Peut-être. En tout cas, moi, c'est un truc vraiment où je me dis, je sais que sur Ironman, il va y avoir des gars ultra motivés. Ça vient probablement du fait aussi que Ironman a ce système de championnat du monde derrière, où il y a des personnes qui veulent aller chercher une qualification pour participer au championnat du monde. Non, et aussi qu'ils aient ce système de classement de groupe d'âge aussi. Oui, il y a ce système de groupe d'âge qui te motive, où tu sais que par tranche de 5 ans, t'as vraiment des gars qui sont comme toi, tu sais qui potentiellement ils ont un peu le même lifestyle que toi, donc il y a vraiment ce côté de densité qui est hyper fort sur Ironman. En tout cas, tu vois, on peut prendre aussi mon exemple sur la femme. Moi, je sors 6e femme de l'eau. Jamais sur un Ironman, avec le temps que j'ai fait, je sortirai 6e femme. Oui, c'est sûr.
Je serais plutôt quoi dans les 50, enfin 100, ça dépend de la Non, course, ouais, dans hein, les 50. mais je serais jamais dans un top 10, je serais vraiment plutôt loin. C'est un temps qui est moyen. Un bon temps, C'est un quand bon même un temps, bon mais c'est pas un très bon temps. Voilà, c'est ça le terme de densité en fait qui amène. Et moi sur cette notion de densité, bah forcément quand t'es une femme et que tu participes à une course où il y a que 30 femmes déjà, c'est tu vois très peu de femmes autour de toi. Alors bien sûr on peut tout à fait se mettre en compétition contre des hommes, il n'y a pas de souci, des hommes peuvent vous tirer aussi vers le haut. Et le problème c'est que quand tu participes à ce type de course là avec un niveau pas mauvais mais pas moyen, c'est qu'en fait la plupart des personnes qui s'inscrivent à ces courses, la moitié déjà sont très bons, enfin tu ne les vois pas, tu les vois pas, et en fait tu arrives en queue de wagon, même en ayant fait un très bon vélo, tu arrives en fait sur une course où tu vas avoir une dizaine de participants sur le parcours marathon, qui était que de 8 km. Après peut-être que la problématique c'était que c'était une boucle, et pas un aller-retour, et que ça enlève finalement ce côté je vois d'autres concurrents donc ça me motive, et c'est vrai qu'en fait tu te retrouves seule. Mais je pense que c'est encore plus fort finalement chez les femmes, puisque sur une course comme ça non labellisée où tu as très peu de femmes, finalement t'as peu de repères quoi. Parce que toi ta compétition, même si elle est contre toi-même avant tout, surtout voilà sur ce type de format. Mais t'as quand même, tu sais que voilà, si t'as une femme qui te double ou si t'as une femme en ligne de mire sur le vélo, je pense que ça va plus te motiver que si tu vois que des mecs. Ouais. Et si tu compares à un Ironman, je pense que donc là, à Alpsman, il y avait 30 femmes en gros, je pense que sur Ironman de Nice, rien que dans ta catégorie, il doit y avoir 30 femmes. Oui. Donc c'est sûr que c'est pas du tout la même dynamique après en course. Quand tu parles de dynamique, c'est aussi, vu qu'il n'y a pas la même densité, c'est que aussi t'es tout seul. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu passes beaucoup de temps de ta course tout seul. Ouais. Et ça, il y a aussi une notion sur l'ambiance et sur le vécu de course. C'est que moi, je pense mon dernier 60 km sur 180, j'ai vu... c'était très parsemé. J'ai vu 1, 2, 3 personnes. Et attention, je rappelle, sur la semaine, j'ai vécu une ambiance de course assez dingue. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait du monde, les vols, j'ai dit, et c'était des trésors. Ils étaient adorables, tu vois. Mais en fait, quoi qu'il arrive... Voilà, t'es tout seul sur ta course, tu vois. Pour moi, c'est comme quand j'ai fini mon ultra trail l'année dernière. L'année dernière, t'arrives, il y a 20 personnes sur la zone d'arrivée et tu finis pour ta gloire personnelle. Mais il n'y a pas grand monde. Et en fait, il faut se dire que sur Ironman, il y a tout le temps des gens. En fait, vu que la densité, toi tu parles de densité vers le haut, mais on parle aussi de densité vers le bas. Beaucoup de personnes qui s'inscrivent à des Ironman le font aussi parce que les barrières horaires de l'organisation Ironman permettent en fait à des personnes de l'envisager en fait. Alors que pour accompagner certaines personnes sur des triathlons de petite organisation, en fait des fois ils ont des barrières horaires plus strictes. Ouais. Ah non mais pire que strictes en fait. Ouais. Il faut être des fois très bon pour passer les barrières horaires, poser le vélo et pouvoir faire la course à pied en fait. Et le problème c'est que ces organisations-là, sur le Halfman ça ne s'applique pas dans le sens où la barrière horaire c'est minuit le soir, il faut que tu arrives avant minuit, donc t'es large quoi qu'il arrive, quel que soit ton niveau. En fait le Halfman ils sont assez... une fois que tu as posé ton vélo, en fait on va dire que la course à pied tu peux la faire à reculons pendant 7 heures si tu veux, ça va. Voilà, mais dès que tu vas sur des petites organisations, parce qu'elles sont plus petites, parce qu'il y a moins de bénévoles, parce qu'il y a moins de professionnels qui encadrent la course, ou qui peuvent moins garder les routes fermées pour la course à pied, et en fait les barrières horaires sont beaucoup plus petites et tu peux pas en fait participer à certaines courses. En fait la densité vers le haut ou vers le plus lent on va dire, mais c'est pas négatif quand on dit ça, ça j'espère que vous le savez. C'est plus en fait que quel que soit le moment où tu vas poser ton vélo, il y aura des gens sur la course à pied en fait. Même quand tu vas être plus vers la fin du peloton, il y aura toujours des gens pour encourager ou des gens en train de courir. Parce que le format c'est une boucle, donc tu verras ceux qui font les premières boucles. Et ça aide vraiment dans ta dynamique de course. Moi en fait quand j'ai commencé ma course à pied sur le Halfman, mais je suis pas arrivée tard Mais toi aussi t'avais en plus le fait donc très particulier du Halfman où il y a une partie des participants qui arrivent au cut à sonner la cloche et après ils sortent finalement du parcours et ils montent et du coup eux tu les vois plus et finalement effectivement il y a quand même une bonne partie des hommes qui y arrivent, donc ça veut dire que parmi les 500 participants t'as 250 personnes en fait qui au bout de
de la moitié hein, de la partie course à pied, grosso modo, un peu plus. Oui, ils sont plus En fait, ils partent. Donc, tu te retrouves à plus que 200 personnes sur une boucle de 8. Et c'est une boucle, donc en plus, tu les croises pas, tu vois. Donc effectivement, il y a beaucoup moins de monde. Et cet aspect-là est exacerbé sur Ironman, sur le fait qu'il y a énormément de public. C'est parce qu'en fait, et de participants, parce que tu as un nombre de participants qui est énorme. On se parle de entre 2000 et 2500. Sur le même format. Sur le même format. Il y a en plus de ça des courses comme à Nice où il y a en même temps le format Alpha Ironman. Oui, t'arrives à 6000 participants dans la même matinée. Moi, j'ai commencé la course à pied, il y avait encore des personnes du Alpha Ironman qui étaient là. Ceux qui avaient fini, la grande majorité, finalement, ils sont quand même toujours un peu autour de l'événement, ils encouragent leurs potes. C'est vrai que niveau ambiance, c'est l'autre aspect. Il peut y avoir aussi des différences, même si, encore une fois, on connaît pas toutes les... Ouais. On n'a pas du tout fait toutes les courses et on veut pas faire de généralité, mais en tout cas... Nous, de ce qu'on connaît sur Ironman, on n'a jamais été déçus niveau ambiance. Alors, sauf quelques exceptions sur certains parcours. Barcelone, il y a un bout du parcours à pied qui est pas dingo. Ils essaient de le changer. Il y a personne. Globalement, j'ai des souvenirs de... là, on se parle aujourd'hui, il y a le 73 des Sables d'Olonne. On avait fait la première édition, c'était oufissime l'ambiance. C'est dingue, ouais. C'est dingue. Mais globalement, en France, tous les Ironman, niveau ambiance, on est quand même bien gâtés. Mais tu vois, quand tu parles de densité, moi, je me souviens par exemple de tous mes meilleurs Alpha Ironman, à chaque fois, c'est parce que j'ai réussi à m'accrocher à quelqu'un sur la course à pied et l'avoir tout le temps en ligne de mire comme un petit lièvre et me dire je reste dans ses jambes même si c'est douloureux, je sais que pour la personne devant moi c'est douloureux aussi et tu vois je m'accroche et d'ailleurs ça fait des trucs de dingue hein. Je me souviens par exemple tu vois tu parles des Sables d'Olonne, je me souviens j'étais pas bien sur la course à pied et j'ai couru avec un homme et en fait jusqu'au bout on a couru ensemble et tu vois à la fin je sais pas tu te souviens mais genre, on s'est enlacés et tout et je veux dire ce genre de choses, d'émotions que tu partages, c'est sûr que s'il n'y a pas de densité et que tu es tout seul à la fin à courir tout seul, c'est plus difficile. C'est plus difficile mentalement, c'est plus difficile physiquement et surtout tu peux aussi sortir de ta course à un moment donné parce que t'es plus dans, il y a plus cette dynamique de course quoi. Et parce que justement tu dois aussi gérer d'autres choses comme on disait, les ravitaux, les toilettes. Est-ce qu'il y a des courses amateurs, il y a forcément des organisations qui arrivent à concilier les deux, mais je pense que quand on prend un dossard, il faut se dire qu'est-ce que je veux avoir. Moi, je sais que sur Ironman, ce que je voulais avoir, c'est l'expérience du vélo, l'expérience particulière de la natation, cette ambiance un peu locale du Alpsman, parce que c'est particulier, c'est pas comme Ironman, et je pense que justement, il faut donner ces chances à des organisations locales, parce qu'elles vous font vivre en fait une expérience différente, tu vois, d'Ironman, qui est justement uniformisée, pas uniformisée, mais qui est vraiment sur l'uniformisation avec quelques particularités locales qu'ils arrivent à conserver. Mais voilà, qu'est-ce que je veux nourrir avec mon prix de dossard et qu'est-ce que je veux avoir de mon dossard, et ça je pense c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit une fois qu'on veut se lancer dans cette aventure, parce que là on vous parle d'un Ironman parce que c'est forcément un investissement aussi en temps et on veut pas que le jour J ça soit gâché parce que... On l'a évoqué très brièvement mais c'est la partie aux routes fermées, aux routes ouvertes aussi, vrai, ouais. Où c'est quand même mine de rien, on se parle quand même de la sécurité tu vois à vélo, parce que pour moi ça n'a rien à voir entre faire une course où les routes sont fermées ou semi-fermées on va dire, versus route complètement ouverte, ce que toi t'as eu sur l'Alpsman. Mine de rien, en termes de mindset, c'est pas la même. Si tu sais que tu peux avoir des voitures dans les deux sens sur ton parcours, finalement c'est comme quand tu roules entre guillemets sur tes entraînements le samedi ou le dimanche, versus une course où t'as même pas à réfléchir à savoir s'il y a une voiture qui peut arriver en face ou qui peut te doubler, à faire attention. Je sais que moi en tant qu'athlète qui recherche quand même un peu à repousser mes limites, je sais que ça compte. Nice, j'ai pas eu à réfléchir si il y avait des gars qui pouvaient arriver dans les virages, tu coupes les virages dans les descentes, tu fais des belles descentes, tu kiffes et t'as pas à te poser la question. Tu te mets sur tes prolongateurs, limite tu peux fermer les yeux et regarder le sol et voilà, il n'y a pas de danger, c'est quand même hyper important aussi. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Hein. Et comme je dis toujours, en fait, ça dépend des moyens des organisations et surtout de la pression qu'ils peuvent exercer ou pas sur les municipalités. Et clairement, je pense que l'Alpsman, c'est difficile pour eux, tu vois, de l'avoir, ça, à cette période de l'année. Mais bon, c'est sûr que c'est se faire doubler par un tracteur qui transporte des vaches, pendant que toi t'en chies. Tu voulais être avec les vaches, en fait. Tu t'es vas-y, emmène-moi en haut, en fait, je vais m'accrocher. Non, mais oui. Ça, c'est rigolo, mais c'est surtout l'aspect sécurité où tu te dis, l'aspect sécurité, quoi. Ouais, t'es en train de faire ta descente, t'es à 50 à l'heure.
Moi, il y avait des tracteurs pour le coup. T'éviter un nid de poule, t'as pas envie d'avoir un touriste qui arrive en face et qui fait pas attention et qui souvent potentiellement peuvent être saoulés parce que encore une course, ça fait le 200e gars qui double à vélo. Oui. Voilà, c'est des choses où... En fait, je pense que c'est des choses à considérer quand on va prendre un dossard. Après, on parle du Alpsman, mais c'est sur d'autres courses, sur la Salvetta, les routes elles étaient pas fermées. Enfin, tu vois, et les courses globalement sur le triathlon, sur le vélo, elles sont semi ouvertes, on peut dire. C'est-à-dire que tu peux croiser des voitures. Oui, même sur Ironman, c'est pour ça que j'ai dit fermé ou semi fermé. C'est-à-dire que souvent il y a des passages où tu as quand même ta voie, la voie où toi tu roules qui est fermée, et par contre tu peux avoir une autre voie où il y a des voitures qui passent, ils n'ont pas forcément le choix. Par rapport à comment les villages ou des ronds-points sont fichus. En fait, c'est vraiment peser sur la balance qu'est-ce qu'on veut faire, soutenir des petites organisations, mais se dire que on y va un peu plus YOLO. Voilà, on se dit qu'il y aura faut s'adapter en fait à ça, ou est-ce que on veut avoir un service premium et dans ce cas-là aller plus sur un Ironman. Et effectivement, quand on parle de service, je suis sûre que ça peut déranger beaucoup de personnes, beaucoup de participants, puisque quand on prend des dossards, c'est aussi pour vivre quelque chose d'humain, mais ça n'enlève pas le côté humain à la machine Ironman. Après, je pense que c'est l'opinion de chacun sur ce point-là. Mais quand je reviens par exemple sur le trail, pour moi, en ayant fait autant des labels UTMB que des labels non UTMB, pour moi je trouve que l'expérience UTMB en fait apporte plus que du plus en fait. Tu vois, j'ai plus premium en fait. Et je trouve que sur les ravitaux de fin, sur les goodies, tu vois, on n'a pas parlé des goodies, mais en fait sur Alpsman, j'ai eu autant de goodies que sur Ironman, et je pense que c'est bien aussi justement de dire, mais que Alpsman peuvent se permettre des choses sur l'environnement que Ironman ne pourra jamais. Tu vois, mais effectivement, est-ce que c'est au coût de la performance? Tu vois, moi je me pose toujours la question là sur ces histoires de gobelets réutilisables sur triathlon, c'est quand même... tu vois, c'est comme si tu cherchais à faire un record sur 10 km et qu'on te disait faut que tu fasses une pause et que tu te remplisses ton gobelet, tu vois. Et ça, c'est un peu complexe ces histoires, tu vois, sur l'environnement, mais il y a des organisations qui y pensent. Pour conclure quand même sur les différences entre organisations modestes. Je veux pas vexer. Modestes non labellisées. Ou non, juste non labellisées. Elles font... Attention parce que aussi, il y a un truc qu'on n'a pas dit, et bon, ça concerne plus les élites ou les pros, mais je pense que c'est important quand même de préciser. Historiquement, malgré le fait que Ironman est une grosse machine, etc., et qu'ils engrangent évidemment un paquet de fric avec un grand nombre de participants, c'est pas forcément ceux qui rétribuaient le mieux les gagnants, les gagnantes. Et ça, c'est quelque chose à mettre au crédit, je trouve, de certaines organisations non labellisées, c'est que eux, alors c'est pas tout le monde, souvent ils ont fait l'effort de rétribuer façon décente, voire plus que décente, les gagnants de ces courses-là. Je sais pas qui on peut citer, mais Ambraman, etc. Il y a un énorme prize money, beaucoup plus important que sur Ironman. D'autres courses le font aussi. Après, il faut aussi justement se dire que vu qu'ils n'ont pas le label, ils peuvent aussi se permettre des choses plus adaptées, par exemple à la géographie du lieu. Donc nous, par exemple, monter sur un bateau et être lâché au milieu du lac, je pense pas qu'Ironman pourrait mettre en place ce genre de choses, parce que c'est pas possible avec le nombre de participants. Mettre en place aussi ces histoires de montée au Semnoz, en fait, voilà, c'est se dire que si on prend un dossard des fois d'une organisation qui n'est pas labellisée, c'est aussi vivre une expérience qui est totalement différente, qui n'est pas uniformisée parce qu'elle est adaptée à l'histoire du lieu où on prend son dossard et aussi à l'organisation qui fait vivre tout ça. Et c'est vrai que tu passes une journée unique, quoi, avec des personnalités, et peut-être que tu le retrouves moins sur des courses Ironman, même si t'as des courses à Nice qui sont historiques. Ça fait combien de temps à Nice? Ça fait plus de 20 ans, tu vois. Ça sera la 20e année en 2025. Donc voilà, tu vois, c'est pas non plus des courses qui ont été créées il y a 2 ans et qui tournent, parce que Ironman essaie quand même de renouveler ses courses et de changer de ville, alors que quand vous allez sur une course comme Alpsman ou Ambraman, il y a une histoire, c'est des monuments, quoi, on va dire. Et ça, je pense qu'on le retrouve que sur ces courses particulières. Et c'est pour ça que quand je reviens à la comparaison avec les hôtels, c'est que voilà, quand vous allez à un hôtel qui n'est pas une chaîne, vous allez avoir une personnalité, des surprises, positives comme négatives sur votre séjour. Des fois, c'est les coqs qui chantent le matin. Des fois, c'est le coq qui chante le matin. Voilà. Ici, c'est les vaches. Ici, c'est les vaches. Mais ça n'enlève rien à finalement ce que vous allez vivre. Peut-être que vous allez vouloir le refaire. Moi, je sais que, tu vois, ma conclusion,
sur ça, c'est que je suis super heureuse, tu vois, de vivre ces choses-là sur Alpman, mais des fois j'ai envie d'alterner un peu, d'avoir du confort. Voilà, c'est ça. En fait, je pense que c'est du confort. Littéralement, je pense que prendre une course labellisée, c'est le confort en fait de certaines choses, de certains paramètres qu'on va retrouver facilement. Certaines certitudes. Voilà. Et du coup, si tu devais choisir ton prochain, ce serait plutôt un labellisé ou un non labellisé? Là, ça serait plus un labellisé, mais pas parce que j'ai une mauvaise expérience à l'Alpman, hein. Malgré tout ce que je dis, j'ai vécu une expérience magnifique, hein. Pour moi, c'était génial. Mais je pense que j'ai besoin de reposer un peu le cerveau, tu vois. Je pense que le Alpman, il m'a pompé beaucoup d'énergie, tu vois. Tant sur la prépa que le jour J, et je pense que c'était peut-être de l'énergie que je pensais pas devoir donner, tu vois, sur ce parcours, et que ça m'a apporté peut-être de la frustration. Les toilettes, ça m'a apporté beaucoup de frustration et de gêne. L'histoire de gobelet, ça m'a aussi, même si tu vois, je l'entends en fait, sur le moment, ça m'a... Voilà, et je me dis, là j'ai envie d'un petit cocon, voilà, d'être un peu chouchoutée sur une course, et voilà, ça sera plus sur le label. Mais pareil, en trail, j'aime aussi les labels à UTMB comme pas UTMB, et je pense que c'est bien de tenter les deux, et de faire vivre autant les clubs et les associations locales que des fois se faire plaisir sur un label en se disant, bon bah là... je vais avoir un truc 5 étoiles, sans que ça soit pas 5 étoiles les autres associations, oui. mais c'est juste un autre ressenti, voilà. C'est ça. Conclusion, faites-vous votre propre avis, testez les deux. Peut-être que, est-ce qu'on dirait que pour un tout premier Ironman, on aurait tendance à dire prenez l'option un peu plus confort, un peu plus de certitude, un peu plus de choses carrées, d'aller sur un label Ironman, peut-être? Je sais pas. Ouais, moi je pense que ça dépend de ce que vous souhaitez vivre, mais c'est vrai que des fois c'est super pour une première expérience d'être chouchouté. Voilà, pour un premier marathon, vaut mieux faire un marathon type Paris parce que tu seras entouré de personnes, quel que soit ton niveau, tu seras avec des personnes, alors que si tu vas sur un marathon où il y a moins de densité, et là vous serez toujours avec d'autres personnes, vous serez jamais en queue de peloton à l'arrière avec une barrière horaire, parce que c'est pas possible pour ça. Des petites organisations de maintenir les courses comme on voudrait. Belle ambiance quasiment jusqu'à la fin pour tout le monde, et je pense que voilà, ça dépend de ce que l'on souhaite. Et nous, la conclusion, toi c'est quoi d'avoir vu moi mon Alpman, toi est-ce que toi tu te dis l'année prochaine tiens j'ai envie de faire dans Embrun, ou tu te dis non en fait je veux rester sur le label? Je sais pas, après moi j'ai le côté perf où j'ai envie de me dire oui, tu veux poser ton cerveau, toi. Voilà, poser mon cerveau, me focaliser sur ma performance, ma puissance, mes allures, etc. Essayer de pourquoi pas arriver à passer sous les 9 heures aussi une fois. Donc ça, je sais que a priori, oui, c'est peut-être aller sur le Frenchman qui est tout plat. Mais voilà, en termes de densité, moi, c'est vraiment un truc auquel je tiens. Nulle part ailleurs, je pourrais le retrouver. Toujours l'appel Ironman, a priori. Il y a les Sables d'Olonne qui ouvrent en full l'année prochaine, donc ah ouais, c'est intéressant. En tout cas, dites-nous en commentaire ou en réponse ce qui vous ferait kiffer. Voilà les amis, on a prévu tout un épisode sur l'après gros objectif, sur la récupération, donc c'est pas un thème qu'on va aborder aujourd'hui parce que je sais que vous avez posé pas mal de questions sur Instagram, donc ça on le conserve pour un autre épisode. Et il y aura Mathieu. Encore là? Ouais, tu seras encore là, c'est la toujours suite. Là. Voilà. En tout cas, la conclusion, c'est vous avez toutes les cartes en main. Et c'est bien de faire un peu des deux, mais pour une première course, moi ce que je conseille c'est le label, les grosses courses, les grosses organisations, et se dire que au-delà de l'expérience physique, sportive, on vit aussi une très belle expérience humaine grâce au confort apporté par ces organisations. Même si je sais que des fois il y a des couacs quelles que soient les organisations, mais globalement il y a quand même moins de couacs sur ce genre de course phénomène. Voilà, et je sais que ça peut embêter des gens de forcément donner son argent à des grosses organisations, mais ça ne vous empêche pas en fait de faire des courses de prépa pour des courses plus petites dans la même année, et l'année d'après quand vous avez pris confiance d'aller faire justement des courses avec des associations plus modestes. Voilà, c'est le mot modeste. Très bien. Tu es de mon avis pour les premières... Je pense, oui. Oui. De ton avis. Est-ce qu'on propose de nous envoyer des petites questions? Oui, les amis. Récup. Qu'est-ce qu'on fait après avoir terminé, bouclé un Ironman ou le gros objectif de l'année? Quel que soit votre objectif, qu'est-ce qu'on fait après?
Voilà, comment on s'organise, est-ce qu'on fait une mini coupure, qu'est-ce qu'on fait, on part en vacances, on lâche complètement, on pose, on met de côté, on pose le cerveau et à quel moment on reprend et pour faire quoi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer sur Instagram PMPT Podcast ou sur PMPT questions sans s @gmail.com. Voilà les amis, on vous souhaite un bel été. J'espère que vous allez être au rendez-vous avec nous et on s'excuse d'avance pour le son parce qu'on n'est pas avec nos outils habituels. Ça va aller. Oui, ça va aller, ça va aller. On va se dérouiller un peu et ça va être sympa. Voilà les amis, merci pour votre fidélité parce que c'est rare une fidélité comme ça. C'est rare. Après un passage à vide. Le passage à vide, il faut toujours rebondir et rebondir plus haut comme on dit, c'est ça. Exactement. Et surtout, pensez à vous abonner, à laisser un petit like et on vous dit à très vite. Bye bye. Salut. C'est bien, t'es... Salut. Salut. Il est réglé comme un robot. Salut. Lui.